Avec vous pour le 10h midi. Alors la semaine dernière, le Fonds mondial pour la nature, le WWF, a demandé au gouvernement de prendre des mesures, notamment fiscales, en ce qui concerne les SUV, ces véhicules qui sont extrêmement populaires. Et d'autres associations écologistes ont embrayé le pas en appelant à des opérations beaucoup plus violentes, comme crever les pneus, taguer ces véhicules. Ils sont, disent-ils, des responsables ils sont responsables de la pollution en très grande partie. Faut-il abattre les SUV? On va en parler ce matin ou dégonfler les pneus plus précisément avec Géraud Guibert. Bonjour, vous êtes président de la Fabrique écologique, et Fabrice Godefroy, vous êtes expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes. Alors je précise que nous avons demandé au WWF de venir sur ce plateau, qui dit refuser de débattre avec 40 millions d'automobilistes qui estiment que c'est un débat stérile. On a appelé d'autres associations. Alors merci d'être là en tout cas et d'être avec nous. Mais c'est vrai qu'on voulait avoir le WWF pour qu'il puisse expliquer effectivement cette étude, ça aurait été pas mal, impact écrasant des SUV sur le climat. Peut-être un chiffre déjà avec vous sur la popularité de ces véhicules semi 4x4 qui sont des Alors en France, c'est 40% des ventes actuellement. Donc c'est effectivement, il y a un engouement actuellement sur le SUV. Mais qui est finalement... le SUV, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule finalement qui a remplacé le monospace il y a quelques années, qui avait été créé dans les années 84 exactement par Renault. Donc c'est effectivement un véhicule familial, un véhicule avec lequel on peut faire du covoiturage. Donc c'est un véhicule effectivement multi-usage qui est très intéressant. Alors peut-être mais sur l'accusation de pollution, ce que dit le WWF, c'est que c'est en moyenne 20% de gaz à émissions à effet de serre de plus que le reste des autres automobiles. Alors justement, c'est pas le reste des autres automobiles. Il compare en fait des SUV, donc des voitures effectivement un peu plus grosses, avec des petites voitures. Donc en fait, il compare finalement quelque part comme si on comparait nous un studio de 15 mètres carrés avec un appartement de 80 mètres carrés. Donc on compare des choux et des carottes. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc il faut essayer de comparer des choses comparables. Ça serait beaucoup plus intéressant. Ouais, Géraud Guibert. Non, mais il y a une réalité factuelle qui est évidente et qui est très bien démontrée dans cette étude, c'est que la montée en puissance des SUV, dont on reparlera, empêche le secteur d'automobile de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est une réalité qui est tout à fait démontrée, que personne ne conteste, et qui pose quand même problème. Alors, on viendra, il y a des solutions. Moi, je ne cautionne absolument pas les opérations de crevage de pneus, etc. Mais il y a un vrai sujet que pose cette étude et qui convient de régler. Voilà, c'est sachant que, en effet, l'action climatique est aujourd'hui essentielle. On voit bien, encore une fois, les inondations il y a quelques semaines sur la Côte d'Azur. On voit bien que si on ne règle pas ce sujet dans l'avenir, on va se multiplier des événements extrêmes qui vont finalement porter tort à l'ensemble de la population. Et donc, il faut le régler. Il y a des manières de le régler, tout à fait calmement, tout à fait... Mais c'est un vrai sujet et je ne crois pas qu'on puisse nier ce sujet. Mais les SUV sont-ils plus polluants que les autres? Alors, oui, les SUV sont évidemment plus polluants. Mais ils sont souvent hybrides maintenant. Ils sont souvent. Alors, d'abord, ils sont plus polluants par rapport à des véhicules berlines parce qu'ils sont plus lourds. C'est quand même le premier point important. Et je crois que ce qui montre très bien, et moi je vais vous dire très franchement les choses, je pense qu'on a intérêt à regarder l'ensemble de l'analyse du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire y compris la manière dont il est construit, et pas seulement ce qu'il émet en fonctionnement. Et quand vous regardez l'analyse du cycle de vie, c'est vrai que le SUV, par rapport à son homologue berline ou par rapport à son homologue autre voiture, évidemment pollue plus. À partir de là, et ce qui est très important, c'est que les systèmes d'encouragement, bonus-malus en particulier, soient adaptés à l'ensemble de l'analyse du cycle de vie du produit, c'est-à-dire l'ensemble des émissions des gaz à effet de serre que génère un produit, alors qu'aujourd'hui, ce n'est au mieux que le fonctionnement qui est considéré comme devant amener un bonus ou un malus. Voilà, je crois que c'est un raisonnement tout à fait rationnel, tout à fait important. Je ne dis pas forcément qu'il faut prendre en compte le poids. En revanche, le poids fait partie de la construction d'un véhicule et donc génère des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. Je crois que personne ne peut contester ce raisonnement-là. C'est un raisonnement qui est factuel, objectif, comme nous aimons le faire à la Fabrique écologique. Nous n'avons absolument rien d'idéologique. Nous travaillons sur des faits et ces faits-là sont des
réalités et je crois qu'il convient que les pouvoirs publics en tiennent compte dans leur dispositif, par exemple, de bonus-malus. Alors, des auditeurs, regardez, les pubs, les SUV sont de plus en plus proposés en hybride et les breaks, ils ne polluent pas. Est-ce qu'on leur fait la chasse aussi ? Faux, le rapport poids-consommation est au désavantage des petits véhicules et berlines. Donc, on va être sur la bataille de ah non, c'est pas une bataille, c'est des statistiques. On parlait de statistiques. Le CCFA, le Comité des constructeurs français, sort tous les mois, effectivement, le taux de CO2 en moyenne de leur vente de véhicules sur le marché français. L'année dernière, on était à peu près à 110 grammes de moyenne. Cette année, on est plutôt à 97-98 grammes de CO2 en moyenne, grâce effectivement... Ça tombe, oui, grâce effectivement à un mix énergétique qui a bien changé effectivement à une époque. C'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même, maintenant dans les SUV, il y a de plus en plus, à une époque il y avait des gros essences, maintenant on a de l'hybride, donc ils sont forcément plus lourds parce que effectivement on a à la fois un moteur plus lourd, thermique, donc plus polluant. Non, pas forcément. Justement, non, ils sont beaucoup plus efficients. Regardez la preuve. On a de plus en plus de SUV et pourtant la courbe des CO2 a baissé de 13 grammes cette année parce que le mix énergétique a changé au niveau des ventes des constructeurs. Mais ils sont plus lourds. Pourquoi ? Parce que quand on a un hybride, on a à la fois un moteur thermique et un moteur hybride. Donc forcément, il y a un poids. Et puis, vous savez, il y a aussi une réalité technologique. On demande aux constructeurs d'avoir de plus en plus d'options de confort, d'options de sécurité et d'options de dépollution. Donc de toute façon, en dehors même du SUV, vous prenez une Golf des années 80 par rapport à une Golf actuelle, elle a à peu près doublé de poids. Donc effectivement, c'est en train de changer. Mais malgré ça, vous avez une baisse évidemment de la consommation qui est faite. Maintenant, on est plutôt à 4-5 litres sur des véhicules, alors qu'à une époque, on était à 10 litres. Donc en termes de CO2, c'est la même chose. Non mais excusez-moi, vous êtes en train de mélanger beaucoup de choses. Non, vous plaidez pour votre paroisse, ce qui est tout à fait normal. mais c'est tout à fait normal, mais vous êtes en train de mélanger beaucoup de choses. D'abord, nous parlions des évolutions de ces dernières années, ce que montre l'étude WWF, d'augmentation des gaz à effet de serre des véhicules. Donc, et là, vous prenez un dernier chiffre, je vais y venir. Ouais. Vous prenez un dernier chiffre qui est, cette année, que je ne connais pas d'ailleurs, je demande s'il est publié, c'est sur un mois, c'est sans doute sur un mois. Non, c'est pas sur un mois, ben non. Bon, enfin, je vois votre cours. Alors, deuxième élément important, l'Europe impose à partir du 1er janvier 2020 un certain nombre 95 grammes de CO2. Voilà, impose 95 grammes de CO2. On va voir si, en effet, les véhicules respectent ça. Je vous signale qu'une étude vient de sortir. Attendez, vous parlez là des émissions théoriques. Mais une étude vient de sortir sur le fait que les hybrides, parce qu'ils sont mal utilisés, consomment en réalité autant que les véhicules classiques. Je suppose que vous connaissez cette étude. Non, c'est pour ça que moi je dis, soyons rationnels dans cette affaire. Ne soyons pas idéologues ou défense d'une profession. Soyons rationnels. Il y a des chiffres précis. Excusez-moi, je parle. Il y a des chiffres précis. Il y a des chiffres précis, expertisés. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur les chiffres. Non, si, les chiffres. Non, les chiffres sont précis, expertisés sur le fait qu'il faut prendre en effet l'ensemble de les émissions de gaz à effet de serre du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire à la fois de sa construction et de ce fonctionnement. Bien. Vous êtes pour le véhicule électrique dans ce cas-là ? Pardon ? Est-ce que vous êtes pour le véhicule électrique dans ce cas-là ? Mais je pense qu'en effet, je suis favorable au développement du véhicule électrique. Donc et en termes d'analyse du cycle de vie, en termes des émissions des gaz à effet de serre, est meilleur que le véhicule thermique. Oui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est incontestable. Personne ne peut le contester. Excusez-moi. Je trouve qu'il faut être rationnel dans cette affaire-là. Moi, ce que j'aime pas, c'est, encore une fois, les postures idéologiques ou les postures de défense d'une profession qui sont mal appuyées sur la réalité. Donc, en termes d'analyse du cycle de vie, prenons en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, on verra, en effet, que les SUV émettent au total davantage d'émissions de gaz à effet de serre qu'une berline classique. Mais pourquoi, et donc tenons en compte, et moi je ne demande pas là une fiscalité particulière, je demande simplement qu'on en tienne en compte dans le dispositif de bonus-malus. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Vous dites qu'on ne taxe pas plus bonus-malus, ça veut dire que moi je pense qu'il faut que le bonus-malus soit plus accentué dans les deux sens. C'est-à-dire je pense qu'il faut que les malus soient plus forts et que les bonus soient plus forts. Parce que je pense qu'on a intérêt, la société a intérêt à encourager davantage à niveau de fiscalité constante, puisque là, je ne demande pas de taxes supplémentaires. Je demande simplement que les malus soient plus forts. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement... C'est d'ailleurs ce que... Oui, mais que les bonus soient plus forts aussi.
Que les bonus soient plus forts aussi. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement est en train de faire. À mon avis, pas suffisamment. Il faut qu'il accentue encore cette évolution. Mais c'est bien l'évolution dans laquelle toutes les sociétés occidentales vont. Donc vous souhaitez quelque chose de déjà existant, parce que le malus actuellement, qui est sur le taux de CO2, a été extrêmement renforcé donc entre 2019, je souhaite qu'on aille encore plus loin. 2020 et 2021. Alors aller plus loin, juste pour se remettre dans le contexte. Le taux de malus actuellement sur les véhicules, sur le CO2, a été abaissé de 8 grammes. Il sera abaissé de 8 grammes tous les ans, première chose. Et le plafond, pour aller plus loin, ce que vous êtes en train de dire d'aller plus loin, on était à 10 500 de plafond en 2019, on est à 20 000 euros en 2020, on sera à 40 000 euros de malus en 2021 et on sera même à 50 000 euros en 2022. Ce qui veut dire que certaines voitures auront plus de malus même que le tarif de la voiture publique. Donc moi je veux bien qu'on aille un peu plus loin, mais déjà on est dans l'ultra-malus. On a trouvé le vaccin, ça c'est clair en France, ça s'appelle la taxonite et on est à fond là-dessus sur l'automobile. Après, en ce qui concerne le poids du véhicule, sur le malus actuel qui est sur le CO2, il est déjà intégré au moins sur la moitié. Qu'est-ce qui fait le taux de CO2 d'un véhicule? C'est à la fois effectivement le poids, l'inertie du véhicule. Est-ce que vous avez quelque chose contre l'analyse du cycle de vie? Parce que c'est ça la réalité. C'est simple. Je suis complètement d'accord avec vous. Faisons un malus en fonction de l'analyse du cycle de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Dans ce cas, il ne faut pas pousser le véhicule électrique comme on est en train de faire actuellement. Mais si, parce que le véhicule électrique, en termes d'analyse de cycle de vie, moi je peux vous faire la démonstration tous les jours et tout le monde le fait. Elle est bien meilleure en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui est l'élément climatique essentiel, qu'une voiture thermique. C'est évident. En quoi un malus va faire baisser le CO2? Un malus va évidemment décourager, et c'est bien l'objectif, l'achat de véhicules très polluants. Et un bonus, je le rappelle que moi, dans mon esprit, il faut équilibrer, et un bonus va encourager l'achat de véhicules propres. Donc les riches auront le droit de polluer? Non, puisqu'un bonus... Non, il suffit qu'en effet, on a acheté un véhicule propre, et là, à ce moment-là, vous avez droit à un bonus. Et même pour les plus démunis, le bonus va apporter un plus considérable. Mais est-ce que les SUV propres, ça existe? Actuellement, il y a un bonus sur les hybrides rechargeables. Les SUV propres, c'est moins propre forcément qu'une berline. Bon, voilà. Et donc, il faut qu'ensuite, le consommateur fera son choix en fonction de... Mais l'important, c'est qu'il y a des véhicules propres à faible coût que les consommateurs puissent acheter. Actuellement, il y a un bonus sur l'hybride rechargeable. Et tout à l'heure, vous aviez dit que l'hybride rechargeable n'était pas une solution. Et il y a un bonus actuellement sur l'hybride rechargeable. Alors, c'est en effet une discussion à avoir. Mais moi, j'attends un certain nombre d'études supplémentaires pour savoir si en effet l'hybride rechargeable est utilisé... moi, une étude vient de montrer que l'hybride rechargeable était utilisé de manière absurde, c'est-à-dire que les gens ne rechargeaient pas leur hybride, ce qui fait que ça consommait en réalité davantage qu'un... Bon, ça reste, il faut que les études soient faites pour voir exactement et pour essayer de faire en sorte, et là, le rôle de constructeur est assez important, que l'hybride rechargeable soit utilisé au mieux. Bon, voilà, mais je pense que ça, c'est un sujet, en effet, qui reste à régler. Fabrice Godefroy, les méthodes de certains militants, comme Laronce, qui apparemment aurait renoncé à son opération qui devait avoir lieu aujourd'hui, d'aller dégonfler les pneus des SUV. On a vu des SUV qui ont été tagués. Est-ce que c'est une manière de décourager aussi les acheteurs? C'est surtout intolérable de pousser au vandalisme. Non, mais est-ce que c'est vraiment éco-responsable qu'effectivement un collectif écologique qui s'appelle ONS pousse à aller vandaliser des véhicules, et d'ailleurs ça serait même extrêmement dangereux parce que leur objectif c'est quand même de dégonfler les pneus des SUV. Bon, on voit bien qu'on ne peut pas avoir cet extrême écologisme, c'est vraiment un problème. Et je vous le dis, après il faut quand même se rendre compte d'une chose, il y a 40 millions d'automobilistes sur 66 millions de Français, et si effectivement, notamment en province, on a besoin d'un SUV, parce que moi je le vois très bien, une semaine sur deux je suis en province. Qu'est-ce qui se passe actuellement? En province on n'a pas forcément tous les transports en commun. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens, pour emmener les enfants à l'école, ils se regroupent, ils font du covoiturage avec 3, 4 enfants, avec des sacs, leurs cartables, leurs sacs de sport, et ils ont besoin effectivement d'une voiture qui soit adaptée. Donc le SUV a sa raison d'être par rapport à ça. Après, quand on voit l'analyse c'est dommage qu'il soit pas là, quand on voit l'analyse qui a été faite et quand on lit le rapport, la photo, je vais pas nommer la marque, mais on voit un très 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 gros 4x4, un des plus gros 4x4 européens, qui n'est d'ailleurs pas un SUV par définition parce que c'est un 4x4.
Pourquoi on ne prend pas le SUV de la Countryman? Le SUV, la Countryman, c'est un SUV, un petit véhicule qui est effectivement moins lourd qu'un grand break de l'époque qui était à la mode, ou même d'une grosse berline. Donc il faut arrêter de tout mélanger, de choisir un mot, de voir l'attaquer. Il y a des résultats, il y a une baisse de CO2 sur les véhicules actuellement par rapport à un mix de carburant qui est en train de se faire. C'est ça qui est dommage dans ce débat. C'est ça qui est dommage dans ce débat, c'est que les constructeurs, en tout cas l'association des constructeurs, parce que moi je connais des constructeurs avec lesquels je dialogue tout à fait normalement sur ces sujets et qui disent la réalité et qui reconnaissent la réalité et qui reconnaissent qu'il fallait aller vers les véhicules propres. Simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule propre? Un véhicule plus propre, c'est un véhicule qui a un bonus, etc. Des véhicules plus propres que en effet ce qui existe aujourd'hui. Et donc je trouve dommage que l'association des constructeurs, puisque vous en faites partie, que vous les défendez, ait une position idéologique de ce type-là, alors qu'un certain nombre de constructeurs reconnaissent parfaitement que c'est un vrai sujet. Que les SUV, c'est un vrai sujet. Que d'ailleurs, la montée des SUV, en effet, les a empêchés d'avoir des gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre ces dernières années. Parlez-en à des constructeurs, invitez des constructeurs, vous verrez qu'ils le reconnaissent parfaitement. J'ai eu des débats, j'ai eu des colloques avec eux, et qu'il faut faire un effort pour aller vers des véhicules plus propres. Mais est-ce que sont vraiment les SUV qui sont en cause dans... C'est un des éléments, c'est pas le seul. C'est pas le seul, mais c'est un des éléments. Alors, pour être très concret et technique sur le sujet, parce qu'effectivement, je les connais très bien aussi, les constructeurs, et notamment le CCFA, pendant une période, effectivement, on a eu du mal à faire baisser les taux de CO2. Pourquoi? Parce qu'à une époque, on avait 75% de ventes de véhicules diesel. On a une guerre contre le diesel depuis maintenant à peu près 10 ans. On sait que l'avantage du diesel, c'est pour ça qu'il avait été poussé à l'époque, consomme moins, à peu près de 20 à 25%, donc fait 20 à 25% de moins de CO2. Parce que le CO2, c'est la consommation, c'est l'énergie brûlée. Donc effectivement, on a fait baisser des véhicules diesel. Maintenant, on est tombé à 32% des ventes. Et on a poussé à l'époque plutôt des véhicules essence qui étaient plus consommateurs sur des véhicules plus lourds. Donc c'est vrai que pendant une période, on a eu du mal à faire inverser la courbe. Sauf que maintenant, les choses ont changé. Parce que maintenant, il y a un malus qui est justement très fort sur ce genre de véhicule. On a des bonus adaptés. Maintenant, le véhicule électrique, c'est 6% des ventes. L'hybride, dans sa généralité, c'est 13-14% des ventes. Donc ce mix énergétique fait que maintenant, on arrive à faire baisser cette courbe. Et donc, c'est au moment où on est en train de faire baisser la courbe cette année, et effectivement, pas tous les constructeurs vont arriver à cet objectif des 95 grammes, qui sera d'ailleurs à moins 37% en 2030, et qui va même être allongé à 50%. Donc c'est quelque chose de presque hallucinant. Donc bientôt, il n'y aura plus de voitures. C'est l'action climatique. Et les constructeurs, d'ailleurs, ont tout à fait anticipé cet aspect-là. Tout à fait. Et ils sont en train de travailler sur ces sujets. Donc je ne vois pas pourquoi... Ils ont déjà réussi. Je ne vois pas... Non, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je ne vois pas pourquoi vous prenez une défense comme ça de ce qui est le plus polluant, alors que la société demande des produits propres et que les constructeurs eux-mêmes y travaillent. Mais la question, c'est quelque chose qui me dépasse. L'automobile, c'est le plus sale, c'est ce qui dégage le plus de gaz à effet de serre. C'est un des éléments, c'est pas le seul. Il y a plein d'autres sujets, mais c'est évidemment un des éléments. La question, c'est sur, on voit des camions qui, dans Paris, je prends l'exemple de Paris, des bus qui, là, il y en a plus, mais qui tournent avec le moteur allumé. C'est cette question sur les SUV en particulier qui sont ciblés. Et qui parce sont que les SUV ont une image. Il y a une explication possible, c'est qu'en plus de ça, les SUV ont une image en ville. De quelque chose qui ne soit pas tout à fait adapté à la circulation dans les grandes villes. Oui, mais je crois que ça c'est ressenti par la population. Ça ne veut pas dire qu'il faille empêcher les gens d'en acheter, mais c'est vrai que l'image du SUV, il faut reconnaître que, y compris quand vous avez des enfants, etc., la hauteur, etc., fait qu'en ville, c'est pas forcément très bien accepté et qu'il y a des raisons pour cela. Il y a une grande partie des Français qui vivent dans les territoires et en province. Bien sûr, mais moi je suis pas pour cibler tel ou tel produit. Je suis simplement pour que on agisse sur le plan climatique de manière beaucoup plus forte. Et évidemment, l'action sur les SUV en fait partie parmi d'autres choses, évidemment. Et l'interdiction des publicités qui est évoquée par Vous savez, j'ai fait un rapport avec Thierry Libaert sur les publicités où on a recommandé un certain nombre de choses. Et dans la lignée de ce que je viens de dire, on a recommandé en effet que dans les publicités puisse apparaître clairement le bonus, par exemple par un visuel, le bonus ou le malus appliqué aux produits qu'on veut promouvoir. Je pense que c'est important que le consommateur soit très clairement au courant
que quand il achète quelque chose, eh bien, il achète avec un malus important. Quand il voit une publicité pour une voiture, c'est soit un malus, soit un bonus. Donc je crois que cette proposition de bon sens... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent les riches auront le droit de polluer et pas les pauvres? Non, puisque, encore une fois, le système, le renforcement du bonus permet aux plus démunis d'acheter des véhicules propres dans de bonnes conditions. Je schématise en disant le pauvre qui veut acheter un SUV, il peut pas. Il a peut-être le droit de polluer, parce que je ne pense pas qu'il faille interdire les produits. Je pense qu'il faut les interdire au bout d'un certain temps, et je pense qu'en effet, l'interdiction par exemple des moteurs thermiques à 2040 est une bonne chose et devrait peut-être même anticiper. Mais à partir du moment où vous ne voulez pas interdire, l'important c'est que quand vous voulez acheter quelque chose, ça soit plus cher. Le problème c'est que les choses ne sont pas hyper cohérentes. Je vois quelqu'un proche de moi a voulu acheter une voiture électrique à Paris et on lui a déconseillé de le faire en disant les bornes ne fonctionnent pas, donc vous ne pourrez pas la recharger. Il y a un vrai sujet. Donc la cohérence de promouvoir la voiture électrique et des constructeurs qui vous disent moi je veux bien vous la vendre parce qu'en plus c'est plus cher, mais vous ne pourrez pas la recharger si vous n'avez pas de garage parce que toutes les bornes électriques, en tout cas dans Paris, ne marchent pas. Non, mais là je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre d'incohérences. Il y a en particulier l'idée extrêmement importante qu'il faut au plus vite équiper par exemple les copropriétés de prises électriques, ce qui encore est tout à fait insuffisant. Il y en a pas partout. C'est tout à fait insuffisant. Voilà. Donc il y a toute une série de choses à améliorer. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à 40 millions d'automobilistes sur cette problématique globale? On met une pression donc aux constructeurs pour qu'ils baissent leur taux de CO2. On met une pression sur les automobilistes, 40 millions sur 66 millions de Français quand même. Et puis effectivement, vous avez complètement raison sur les bornes. Donc soyons précis, parce que vous n'avez pas des chiffres vraiment précis. 28 000 bornes publiques actuellement, dont 6% sont des recharges rapides. Ouais. Donc effectivement, Ségolène Royal avait annoncé en 2020 100 000 bornes, on les a pas. Donc effectivement, on met d'un côté la pression aux constructeurs, d'un autre côté la pression aux automobilistes, et derrière les infrastructures ne suivent pas. C'est quand même bien dommage. Merci à tous les deux. Géraud Guibert, donc président de la Fabrique écologique, et Fabrice Godefroy, expert mobilité environnement chez 40 millions d'automobilistes. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.